Tac, c'est bon. Alors attends, parce que du coup... Ah mais voilà, tu vois que c'est là que c'est pas évident là, de trouver ce petit ton là que je répète sous la douche avant de venir là. Jadis terrain de jeu de quelques passionnés, la pop culture est devenue l'un des grands champs de bataille des géants du divertissement. J'ai le micro devant le... En fait, il faut que je le trouve... Attends, je vais mettre comme ça. Ah non, tu vas pas faire des putains de grands gestes chaque fois que je vais rire sur un mot. Salaud! Tu relèves la moindre connerie que je fais, alors tu crois que je vais me gêner? Je refais, sans faute, avec des contres partout. Jadis terrain de jeu de quelques passionnés, la pop culture est devenue l'un des grands champs de bataille des géants du divertissement qui multiplient adaptations, suites et spin-offs pour capter l'attention des fans. Au milieu de ce marché saturé, certaines œuvres parviennent pourtant à rester fidèles à leur essence ou à se réinventer et trouvent un équilibre entre succès populaire et reconnaissance critique. C'est à ces perles rares que s'intéresse Over the Pop. Je suis avec Lionel. Bonjour Lionel. Bonjour. Et après le diptyque The Last of Us, on va une fois encore s'intéresser à un autre monument qui se dresse fièrement au milieu du paysage vidéoludique puisqu'il s'agit de Dark Souls. Oh dear, what have we here? Are you a new servant? Suite spirituelle de Demon's Souls, auquel j'ai déjà consacré un épisode de Soundtrip, Dark Souls est un action RPG de Dark Fantasy développé par le studio japonais From Software et réalisé par Hidetaka Miyazaki. Il est sorti sur PS3 et Xbox 360 en 2011. À la demande des fans, Dark Souls a bénéficié en 2012 d'un portage sur PC, l'édition Prepare to Die, au lancement calamiteux, puis d'une édition remasterisée sur PS4 en 2018 qui intègre l'unique mais néanmoins excellent DLC du jeu, Artorias of the Abyss. Alors on s'est rendu compte en montant l'émission sur The Last of Us qu'on avait peut-être un peu trop tendance à considérer que nos auditeurs étaient tous des geeks qui connaissent bien l'intrigue et les personnages des œuvres qu'on a choisi de traiter. Sauf que c'est pas forcément le cas, et encore moins pour Dark Souls, un jeu vidéo auquel même des gamers plus acharnés que moi, comme toi Clovis ou comme Pierre-Jean, qui nous écoutent depuis sa cabine d'enregistrement, n'ont jamais joué. On en rediscutera tout à l'heure. C'est pourquoi, avant de décrire les spécificités de ce jeu, je vais m'efforcer de vous présenter l'histoire qui sert de cadre aux pérégrinations de notre personnage dans le labyrinthe de Lordran. La superbe cinématique d'introduction du jeu nous apprend que le monde de Dark Souls a d'abord connu un âge des anciens dominé par d'immenses dragons. Cette ère de stagnation aurait pu durer éternellement si un jour le feu n'était apparu, apportant avec lui la chaleur et le froid, la vie et la mort, la lumière et les ténèbres. C'est dans la première flamme que 4 êtres ont trouvé des âmes d'une puissance prodigieuse. Celle de la mort pour Nito, celle de la vie pour la sorcière d'Izalith et de la lumière pour Gwen. Tandis que l'âme des ténèbres, ou âme sombre, la fameuse Dark Soul qui donne son titre au jeu, est récupérée par une mystérieuse créature appelée le Pygmée. Avec la puissance des âmes de seigneur, et aussi l'aide de Sis l'écorché, un dragon albinos qui a trahi sa race, Gwen, Nito et la sorcière d'Izalith ont pu mener une grande guerre contre les dragons. Arrivé sur place, et plus particulièrement au sanctuaire de Lichefeu, notre personnage va devoir explorer les lieux, littéralement de la cave au grenier, en s'ouvrant un chemin à coups de clé mort ou de la centaine d'armes à sa disposition, de sorts et ou de miracles pour faire sonner les 2 cloches de la destinée qui contrôlent l'ouverture de la forteresse de Seine, porte d'entrée vers la cité d'Anorlando où l'attendent les derniers héritiers de Gwen encore présents sur place. Le joueur, après avoir été libéré de sa cellule par un mystérieux chevalier, entend parler de la prophétie du noble mort-vivant, selon laquelle un humain élu doit quitter l'asile des morts-vivants pour se rendre à Lordran où il découvrira sa véritable destinée.
Les informations que je viens de vous donner relatives au voyage de notre héros et qui ne représentent qu'une infime partie de la trame globale de Dark Souls ne sont pas livrées d'emblée aux joueurs et peuvent même être complètement ignorées, pour la plupart d'entre elles, pour finir le jeu. C'est là l'une de ses singularités et de ses forces, j'y reviendrai tout à l'heure. Maintenant que vous savez en gros de quoi parle Dark Souls, il est temps de mettre en lumière ses principales spécificités vidéoludiques. Pour ce faire, j'ai décidé tout simplement de m'appuyer sur le genre auquel il se rattache, l'action RPG. Du point de vue de l'action, d'abord, on relèvera deux mécaniques centrales qui seront reprises, avec plus ou moins de bonheur, par tous les Souls-like, le rôle clé de l'endurance et l'exigence du gameplay. Cette endurance, matérialisée dans le jeu par une barre verte, conditionne l'ensemble des actions entreprises par votre personnage. Dans Dark Souls, courir, porter une attaque, parer un coup avec un bouclier ou tenter de l'esquiver en faisant une roulade consomme de l'endurance. Lorsque la jauge verte tombe à zéro, votre personnage est incapable de faire quoi que ce soit pendant un bref laps de temps, ce qui peut, selon les situations, lui être fatal. Tu noteras d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, mais quand j'ai parlé de la roulade, je n'ai pas parlé de frame d'invincibilité. Dommage, voilà. On a raté un moment. C'est ça. La gestion de l'endurance est donc l'une des mécaniques auxquelles le joueur doit porter une attention de tous les instants, s'il ne veut pas que son personnage se retrouve impuissant face à l'un des nombreux adversaires qui croisent sa route. Cette vigilance est d'autant plus importante qu'il n'existe dans le jeu aucune sauvegarde manuelle permettant d'effacer ses erreurs et surtout aucun game over. Une logique de fonctionnement implacable qui s'inscrit en plein dans l'exigence du gameplay proposée par Hidetaka Miyazaki et les développeurs de From Software depuis Demon's Souls. Comme le disait Alt236 dans son épisode de Mythologix qui m'a fait découvrir le jeu, dans Dark Souls, on meurt beaucoup. Certes, au début. Mais cette réalité, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ne tient pas tant à la difficulté des situations dans lesquelles nous placeraient des développeurs sadiques ou encore moins à la présence de boss punitifs. C'est ce qu'on appelle un die and retry aussi. Absolument. Pas que un Souls-like. Enfin, en même temps, les Souls-like sont un peu des die and retry. Alors c'est la mécanique qui est au centre de tous les jeux From Software du type Soulsborne, effectivement. Alors que tous les die and retry ne sont pas des Souls-like. C'est vrai. Voilà, je te laisse continuer. Merci. Die, 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 die 1,000 times again. En dépit de ce que voudraient faire croire quelques soi-disant fans hardcore du jeu, adeptes du fameux Get Good, pour qui la seule manière acceptable de finir un Souls c'est avec un personnage en slip armé d'une dague, Dark Souls, comme d'ailleurs tous les Soulsborne, n'est pas un jeu réservé aux sensei de la manette ou du clavier, mais tout simplement aux joueurs prêts à s'investir dans un univers qui ne les prend pas par la main et requiert une bonne part de prudence, de la curiosité, mais aussi un sens aigu de l'observation. Cette exigence est le prix à payer pour éprouver un sentiment incomparable de gratification lorsqu'on parvient à surmonter un obstacle que l'on jugeait de prime abord infranchissable. C'est cette expérience-là, et rien d'autre, que Miyazaki a toujours cherché à faire ressentir aux joueurs à travers l'exigence de ses jeux. Si certains ne voient dans Dark Souls qu'une succession de combats qui consiste à défourailler ou à se faire défourailler par tout un bestiaire issu des classiques de la littérature de Dark Fantasy, soldats morts-vivants, squelettes, hommes-serpents, basiliques, chevaliers noirs, golems, sans oublier 2 ou 3 dragons, le jeu de From Software a cependant aussi beaucoup de choses à raconter. Toutefois, l'histoire de Dark Souls n'est pas livrée en bloc aux joueurs à coups de cinématique. Elle est distillée, pour qui veut bien faire l'effort de s'y intéresser, au prix d'une exploration méticuleuse de l'environnement du jeu et d'un examen attentif des bâtiments qui s'y trouvent, des personnages qui y dépriment et des objets qui le renferment. Ah, your face. You're practically hollow. But who knows? Going hollow could solve quite a bit. Un choix courageux de la part de From Software qui veut croire en la capacité des joueurs à s'immerger, seuls ou à travers les nombreuses communautés qui se sont développées autour de leur jeu, dans ce qui se rapproche le plus, selon moi, d'une véritable campagne de jeu de rôle à l'ancienne, masterisée jusqu'au plus infime détail de level design par le maître du jeu Miyazaki, et qui justifie pleinement son statut de RPG vidéoludique, au même titre que la grande liberté qui nous est laissée pour personnaliser l'apparence et les caractéristiques de notre personnage. Bon, comme je viens déjà pas mal d'accaparer la parole et que le cadre de Dark Souls est maintenant globalement posé, je propose qu'on discute ensemble d'un point étrange concernant le jeu de From Software. Donc le point est le suivant, et il s'adresse aussi bien à toi Clovis qu'à Paige.
Pourquoi un jeu aussi important que Dark Souls ? Pour rappel, en 2021, il a été sacré meilleur jeu de tous les temps aux Golden Joystick Awards devant Doom et Zelda Breath of the Wild, n'a pas titillé la curiosité de joueurs assidus comme vous deux, alors qu'il m'a complètement happé, moi, un modeste casual gamer. Toi, t'en as jamais fait aucun ? Alors, Parce que moi, j'ai fait Elden Ring. Après, Alors. je suis tombé dedans, mais maintenant, là, tu vois. Mais avant, non. C'est depuis que je lui ai dit qu'on allait en parler, il a relancé. non, mais en fait, j'avais testé quand même un Dark Souls et je pense que c'était le 2. Je pense vraiment. Et bah, j'ai pas accroché au truc parce que trop confusant. Tu l'as testé au moment de sa sortie en 2014 ou... Ouais, ou alors 1 ou 2 ans après, quoi. Mais on en parlait encore, on va dire. Mais ouais, trop confusant, trop exigeant. Donc je pense que j'ai lâché assez rapidement. Et en plus, a priori de ce que j'ai entendu dire, le Dark Souls 2 est probablement le moins bien des 3. Bah, c'est celui que n'a pas fait Miyazaki. Ouais. Et donc effectivement, il y a le problème que il n'y a pas sa patte qui se sent derrière comme dans les autres jeux. Et en plus, il a eu vraiment beaucoup de problèmes de production, ce qui fait qu'à la fin, ils ont pris des zones qu'ils avaient réussi à finaliser, ils les ont mis ensemble pour que ça soit à peu près cohérent. Mais le problème, c'est que ça marche pas vraiment sur l'ensemble du jeu. Et comme le premier était vraiment particulièrement notable pour la perfection du level design, forcément, Dark Souls 2, ça a été un petit peu la douche froide quand il est sorti. Moi, je trouve que c'est un jeu qui a d'énormes qualités, même si, effectivement, il y a un problème de cohésion dans le monde et qu'il y a trop de boss, en fait, ce qui fait que beaucoup sont pas du tout mémorables. Alors voilà, du coup, j'ai peut-être juste commencé par le mauvais et ça m'a empêché de pouvoir profiter des autres, on va dire. Enfin, empêché, c'est peut-être un peu fort, mais voilà, ça m'a pas donné envie des autres, en tout cas. Ok. Et donc, toi, Pej, Moi, j'avais même pas testé. Moi, je suis... je crois Dark Souls, le premier, il sort en 2011. Ouais, c'est ça. L'autre, il sort 3 ans après. Ouais. Franchement, dans ce laps de temps, je les vois même pas dans mon champ de vision. Parce qu'en vrai, il y a d'autres jeux qui sont sortis. Moi, après, j'étais plus FPS. Et après, dans cette époque-là, j'étais dans mon époque jeux collectifs, donc FIFA, PES, et après les jeux en ligne. Mais il y a Halo, je crois, il y a Halo Reach. Arrive à la fin de la trilogie, donc il y a Halo 4. Gears of War 3. Ouais. T'as Far Cry 3. Il va sortir Red Dead Redemption. LA Noire. Enfin, tout ça en 2011. Et moi, je crois qu'à cette époque-là, je tombe dans un jeu qui est fantastique, qui s'appelle Oblivion. Je tombe du coup dedans et j'ai des heures de jeu. Mais je sais pas, l'univers, ouais. Comme j'étais dans cette espèce déjà d'Oblivion, je trouvais que ça me suffisait et peut-être que cette espèce d'ambiance gothique trash à cette époque-là ne correspondait pas. Alors qu'après, justement, avec Elden Ring, j'ai pas joué, je l'ai pas fini. Parce que toi, je crois que tu es à combien d'heures, s'il te plaît, sur Elden Ring ? 400. Oh là là, 400. Je crois que je suis arrêté à 60 ou 80. C'était déjà beaucoup. C'est déjà bien, ouais. Mais là, je suis en New Game plus. Voilà. Oh la charme, Mais- quoi. Someone must extinguish thy flame. Du coup, ouais, Oblivion, qui est vraiment un jeu RPG où t'as des guildes, t'as plein de quêtes annexes et tu fais ton personnage selon tes envies. Et là, après, du coup, dans Dark Souls, je sais pas, mais t'as, je sais pas, plus de linéarité, j'ai l'impression, dans Dark Souls. Et comme Clovis disait, cette espèce de Die and Retry, qui était pas forcément à cette époque-là, moi, les jeux que je cherchais, et surtout très exigeant, quoi. Là, pour le coup, un Die and Retry. Il est moins. Ouais, il est pas Je sais aussi pas, mais- exigeant qu'on le voudrait, à part Pas si on autant que Sekiro. Oui, pas autant que Sekiro, et il est pas aussi exigeant que ça, sauf si on s'obstine à vouloir absolument faire des contres. Pour, les contres, c'est la vie. Non. Mais pour revenir sur, donc toujours sur Oblivion, en fait, le truc, c'est que les jeux Elder Scrolls, alors je sais pas si Skyrim était déjà sorti, mais en tout cas, Oblivion, c'est sûr. Dans cette période, Voilà, c'est ça. Et donc, ça reste à ce moment-là le maître étalon du RPG. Je crois et que c'est 2012, Skyrim. Voilà, donc c'est cette période-là, mais Oblivion donc était déjà sorti. Et pour From Software et Miyazaki, c'est une source d'inspiration en fait.
Et alors à ce moment-là, mais si toi, Dark Oui. Souls, ça t'a pas plus branché que ça, qu'est-ce qui te plaît sur Elden Ring? Ah non, c'était juste la hype du truc et je me disais que peut-être en monde ouvert, ça, Ouais, c'est ça, le Ça monde ouvert allait- attire. Hein. ça allait m'attirer plus et Puis l'univers aussi, peut-être, non, qui est moins dark, quoi. ouais, peut-être aussi que ça se rapprochait. Je sais pas. Non, mais après ouais, le côté dark me plaît assez, mais là c'était ouais peut-être le monde ouvert qui a rajouté une touche et je me disais que allez. Et tester et voir, vas-y, c'est cette espèce de truc, comment ils allaient gérer en fait le truc. Parce qu'il faut savoir que genre la plupart des jeux occidentaux, j'ai mis des guillemets avec mes doigts, genre Far Cry, GTA ou tout ça, on se retrouve avec des cartes avec des points d'intérêt partout. Les Assassin's Creed où il faut aller à des quêtes annexes, des coffres, des trucs à faire par-ci, par-là, ou voilà, tout est noté sur la carte. Et du coup, il suffit juste d'ouvrir la carte et on sait plus ou moins. Oui, tu en fais se des- baladant, on peut trouver, voilà. Tu fais tes quêtes facilement. FedEx pour Et aller voilà. jusqu'au point. Oui, sinon il suffit juste d'arriver et t'as le gros point bleu, tu sais que c'est ta Ouais. quête principale. Et dans Elden Ring, pas du tout. Tu arrives dans un monde où tu sais pas où il faut aller, quoi faire. Enfin, ce Ouais. n'est pas noté sur ta carte. C'est juste en testant au fur et à mesure le jeu et en te confrontant au jeu et du coup en mourant plein de fois par-ci, par-là, que tu apprends et tu comprends les mécaniques du jeu et au fur et à mesure, enfin, en voyant cet arbre majestueux. Mais du coup, en monde ouvert, c'est vrai que c'est surprenant, quoi, de cette espèce de truc. Et là, ouais, Après, j'avoue que C'est pas où la tu vas, hype c'est- de Elden Ring a failli m'avoir aussi. Hein. J'ai failli me lancer dedans parce que tout mon entourage de gamers l'ont fait, plus ou moins jusqu'à la fin. Mais après, s'il y en a bien un à qui je ne ferme pas complètement la porte, c'est Elden Ring. Bah, ceci dit, t'as quand même fait Sekiro, qui est J'ai le fait plus Sekiro. infâme des jeux de From Software au niveau difficulté. Je sais pas, ça devait être une époque sombre de ma vie. Voilà. Là, vous avez un peu expliqué pourquoi vous y avez pas joué quand il est sorti et pourquoi a priori vous avez pas de velléité à vouloir vous y mettre maintenant. Donc moi, je me suis un peu demandé pourquoi et je pense que ça vient sans doute du fait. On en avait parlé, Clovis, en préparant l'émission, c'est qu'à la base, je suis plus un rôliste que joueur de jeux vidéo. Donc je joue par période comme ça, même si depuis Dark Souls, ça m'a remis le pied à l'étrier et je joue de manière plus régulière à des jeux de From Software, mais j'essaie de me soigner et d'ouvrir vers d'autres trucs. Mais donc à la base, mon expérience, elle vient du jeu de rôle. Et avec Oblivion, j'avais un peu trouvé ça, mais c'est vraiment les Dark Souls et les autres jeux From Software qui m'ont le plus donné cette impression de retrouver les sensations que j'avais en faisant un jeu de rôle papier, avec les trous qu'il y a dans le lore qui t'obligent à réfléchir à ce que veut dire l'histoire et des choses comme ça. C'est une manière en fait indirecte finalement de te placer dans cette position de joueur face à un maître du jeu où il va falloir que tu trouves comment faire des solutions, voilà. Et c'est vrai que donc depuis j'ai du mal à aborder enfin je joue pas assez pour avoir testé tout ce qui se fait en RPG mais et il doit y en avoir Surtout comme pléthore. quand t'as des monstres comme Baldur's Gate 3. Quoi. Voilà, mais Baldur's Gate 3 je compte le faire. Là il me manquait un ordi une console pour pouvoir le faire tourner dessus quoi. Je t'aurais bien dit on se le fera, mais je suis pas sûr que ce soit. Ouais, je sais pas si c'est multiplateforme, je pense. c'est pas sûr. Tant pis. Voilà. Et l'autre chose qui fait que ça me parle, c'est les inspirations de Miyazaki parce qu'en fait lui pour Dark Souls notamment, ce qu'il citait c'est les livres dont vous êtes le héros, Tolkien, donc Excalibur et plus généralement les aventures des chevaliers de la table ronde où j'y ai joué sous forme de jeu de rôle aussi avec Pendragon. Il y a les aventures de Conan le Cimérien, il y a Berserk, le champion éternel de Moorcock, Lovecraft, tout ça. C'est des auteurs que j'ai lus quand j'étais ado, que j'ai découvert en fait par le jeu de rôle et que j'ai lu quand j'étais ado et en fait ça me fait une espèce de background commun. Pas qu'avec Miyazaki, c'est un truc de plein de geeks quoi. Mais c'est vrai qu'en retrouvant ça condensé dans toutes ces œuvres là, j'ai un peu l'impression d'être à la maison quoi. Donc voilà, donc c'est ça explique pourquoi peut-être moi qui joue pas autant que vous et qui surtout à l'époque où c'est sorti, je jouais même pas quoi. Je crois que je jouais plus, mais et qui fait que je suis aussi accro à ces trucs là et donc ça explique peut-être pourquoi vous deux. Vous aviez d'autres trucs à faire à l'époque parce que c'est vrai qu'on a tendance à oublier le fait que Dark Souls n'est pas sorti avec des spots dessus, même si le jeu a globalement bien marché et c'est vrai qu'il était plus perdu dans la masse. Il était noyé dans plein d'autres jeux. Oui, et puis en plus, Red Dead, comme tu le disais tout à l'heure, peut-être que nous, en étant entre guillemets encore une fois des vrais gamers, on se dirige plus spontanément vers des jeux avec qui on va pouvoir jouer avec des gens. Alors que Dark Souls, ça reste quand même très solitaire comme jeu. Ouais, moi je n'aime pas les gens en plus. Non mais Donc, après, voilà, des ouais. fois c'est peut-être par phase aussi entre gamers et là moi c'était pas du tout dans cette phase là où justement Ouais. Moi, je pense que c'est pareil. Hein. Moi, je devais pas être
attiré par ce genre de jeu à l'époque. Ouais, peut-être, ouais, aussi le fait de ce système de jeu où tu te retrouves face à un boss et je l'ai peut-être assimilé à une espèce de Final Fantasy, comme, voilà, je suis pas non plus un grand fan de tout ce qui est fantasy. Et pour ceux qui suivent Saga et tout ça, voilà. Enfin, moi je pensais que c'était l'argument numéro 1 que t'allais me donner. Mais ouais, non, mais justement, comme je suis tombé dans Elden Ring et Oblivion, qui sont pourtant, tu vois, des jeux. Carrément. Fantasy, Oui. Mais là, la confrontation peut-être face au attiré boss, par un c'est peu. Zelda, hein, plutôt que Final Fantasy. Après, je sais pas si t'aimes Zelda. Alors Zelda, j'ai joué mais sur Game Boy. Mais après non, là franchement le Dark Souls, je serais prêt à aller faire l'univers, le enfin cette espèce de truc dark, je trouve ça assez cool. Voilà. Bon, moi non. Bon, on va s'arrêter là pour la discussion parce que sinon on va exploser le timer. Merci messieurs pour cet échange de points de vue. No matter how long I wait, and oh, have I waited. So here I sit, in quite a pickle, weighing my options, so to speak. Comme je disais, l'heure tourne et bon, j'aimerais bien quand même pour finir cette première partie qu'on aborde un peu la question des adaptations de Dark Souls dans d'autres médias que le jeu vidéo. Miyazaki a jamais caché ses sources d'inspiration extra-vidéoludiques. On pouvait donc s'attendre à ce que son ou ses jeux aient à leur tour donné naissance à des adaptations dans ces mêmes types de médias, donc les romans, les livres dont vous êtes le héros, les jeux de rôle papier. Et on va voir que c'est un peu le cas, même si au final pas tant que ça, et pour des résultats qui sont pas toujours à la hauteur du modèle original. Donc au moment de sa sortie en 2011, Dark Souls reste un jeu de niche. Son succès critique et communautaire ne suscite pas encore de véritable exploitation commerciale. À partir de Dark Souls 2, la société japonaise Bandai Namco, qui s'occupe de l'édition du jeu en Occident, elle prend conscience du potentiel de la licence et elle amorce une stratégie marketing avec la mise en vente de figurines officielles, de t-shirts et d'éditions collector plus ambitieuses. Donc c'est à cette même époque que Bandai Namco propose également une bande dessinée numérique qui est éditée sous format papier dans quelques pays, le one-shot Dark Souls 2 Into the Light, qui est écrite par Rob Williams et Andy Ewington et dessinée par Simon Colby. Donc elle est sortie en 2014, la même année que le jeu. Donc si de prime abord ce comics a tout de la campagne de pub déguisée, il s'en sort néanmoins avec les honneurs grâce à l'utilisation d'un noir et blanc assez rough qui colle bien à l'ambiance sombre et désespérée des Souls et au fait qu'il s'astreint sans fioriture à illustrer le principe à la fois vidéoludique et philosophique de Die and Retry, c'est-à-dire mourir et retenter sa chance, qui est au cœur de l'expérience de tous les Souls. Je savais qu'à un moment j'en parlais. Au final, c'est donc surtout avec Dark Souls 3 que la franchise entre dans une phase nettement plus industrielle, avec la multiplication des produits dérivés cosmétiques, statues collector, répliques d'armes, bijoux, etc., mais également transmédia, parmi lesquels une dizaine de comics et plusieurs jeux de société qui reprennent avec plus ou moins de bonheur des visuels, des éléments de lore ou des spécificités vidéoludiques tirées principalement du dernier opus de la trilogie des Souls. Donc je propose qu'on prenne un par un chacun des comics de la... Non, je déconne. Complètement taré, quoi. Non, donc plutôt que de se lancer dans une liste à l'après-vert, je vous propose qu'on vous présente notre best-of des quelques œuvres adaptées de Dark Souls qui nous semblent les plus dignes d'intérêt. Alors donc là, j'ai cité Dark Souls 2 Into the Light, donc celui-là, moi je trouve qu'il vaut le coup. Après, donc je sais pas, toi Clovis, t'as été jeté un œil un petit peu sur Read Comics Online, donc t'as été regarder un petit peu ce qu'il y avait. Il y a des choses... Oui, alors moi j'ai trouvé que visuellement c'était très cool, comme pour les mangas que tu m'as. Bon, j'en parlerai traité. après, celui-là on fera un petit focus parce que pour le coup c'est une BD française donc ça. Ouais. Mais l'histoire est forcément un peu plus expliquée, mais je sais pas, pour autant j'y accroche pas plus et ouais, c'est pas le genre de truc que je lirais. Alors ça tombe bien parce que ce n'est pas le genre de jeu auquel tu jouerais. Voilà, Il y a une espèce de cohérence c'est dans ça, tout ça. ça se tient. Ouais. Donc moi je t'avais dit que ce qui me plaisait c'était Dark Souls The Edge of Fire. Donc celui-là tu avais été le lire. Donc la particularité de ce comics-là, donc qui est sorti en 2018, c'est que c'est un des rares à développer un élément de lore du premier Dark Souls. Et donc moi je trouvais qu'il était plutôt bien foutu parce qu'en fait on suit un chevalier de Gwen
au moment où la sorcière d'Izalith tente de relancer la première flamme en utilisant son âme, ça va entraîner l'apparition des démons à Izalith, la destruction de la cité. Et en fait, du point de vue du chevalier, on comprend pas vraiment ce qui se passe, mais on sent qu'en fait, c'est en train de partir en sucette, quoi. Et visuellement, je trouve qu'il est plutôt chouette. Alors, on l'a pas dit, mais beaucoup de ces comics sont quand même colorisés Photoshop et ça se sent, quoi. Pour certains d'entre eux, c'est pas très réussi. Mais celui-là, je trouve que ça passe bien, avec des images assez épurées, comme ça, pas trop surchargées. Je trouvais ça plutôt pas mal, quoi. Non, mais ouais, visuellement, ça m'a plu. Ensuite, celui que j'avais encore relevé, c'était The Willow King, qui est plus récent. Celui-là est sorti en 2024. Celui-là, il reprend le pitch de Dark Souls 3, c'est-à-dire un morte-flamme qui est chargé par son roi d'aller retrouver le fameux Willow King, qui est un seigneur des cendres, pour pouvoir le ramener devant la première flamme et le faire se consumer pour que un nouveau cycle de l'âge du feu se refasse, quoi. Et là, ce que j'ai trouvé vraiment chouette, c'était le dessin d'un dessinateur que je connaissais pas du tout, qui s'appelle Manhouse. Alors j'ai été regarder un petit peu sa fiche, et donc il a bossé un peu sur pas mal de comics, et il a fait notamment aussi un comics Bloodborne. Et moi, je trouvais que il y avait un style qui était à la fois sombre, brutal. Il y avait pas mal d'éclatements dans les cases et tout ça. Et je trouvais qu'il arrivait bien par ce moyen-là à rendre l'ambiance à la fois épique et désespérée des Dark Souls, quoi. Donc moi, je recommande Dark Souls de Willow King. Look not in bewilderment as I say. I linked the fire long ago, becoming the Lord of Cinder. If substantiation be thy want, set thine eyes upon my charred course. Et donc on en arrive au manga Dark Souls Redemption, donc qui a été édité chez Manabook, et donc dont le scénariste est Julien Blondel et le dessinateur Shonen. Alors là, tu connaissais pas non plus, je te les ai prêtés. Donc sachant que toi tu n'avais pas joué au jeu et que tu connaissais pas plus que ça le lore, dans la mesure où en plus le manga peut se détacher en fait complètement de ça. Ils ont une carte blanche pour pouvoir imaginer l'histoire qu'ils voulaient. L'idée, c'était plus de retrouver l'essence de Dark Souls. Alors, donc toi, tu la connais pas spécialement, mais en tant que manga lu comme ça, t'as trouvé que c'était plutôt intéressant, pas Effectivement, ça n'explique rien au niveau de l'histoire. C'est clairement, on n'est pas sur quelque chose qui va t'aider à comprendre Dark Souls, parce que vu que tu m'as fait jouer à Dark Souls après, ne serait-ce que la cinématique expliquait beaucoup plus l'histoire du manga, même si bon là après l'utilisation de la perte de mémoire, oui, c'est un classique, c'est un peu facile quand même à force. Mais bref, les dessins étaient sympas encore une fois. Bon, il s'était mis sous les auspices de Miura et de Berserk au niveau visuel. Je trouve quand même que on n'est pas là non plus, hein, c'est correct, mais enfin c'est pas c'est pas fifou, c'est quoi. Sympa mais sans plus, quoi. Voilà. Et moi, en tant que de connaissant l'univers de Dark Souls, ce qui me pose un problème, c'est qu'on s'en détache pas de souci, quoi. Le seul truc, c'est que je trouve que ça s'en détache tellement qu'à un moment, tu te demandes même pourquoi est-ce que ça s'appelle encore Dark Souls, quoi. Les éléments qui te paraissent liés au jeu sont tellement ténus. Pour l'instant, faut voir, ils ont sorti 2 tomes, faut voir, il y en a 5 de prévus, faut voir ce que ça va donner. Tu penses que c'est un peu pour utiliser le renom derrière, quoi? Non, je pense pas, parce que le scénariste, il a bossé sur des adaptations de Conan, d'Elric et tout ça, donc c'est un mec qui est vraiment est dans ce bain-là, quoi. Et je pense qu'il y a vraiment une volonté d'essayer de faire autre chose. Pour l'instant, t'as l'impression qu'ils seront allés peut-être trop loin dans le autre chose. Ouais, voilà. Ok. Pour conclure ce petit tour d'horizon des adaptations de Dark Souls, je voulais parler des jeux de rôle et en profiter pour mettre un coup de projo sur ce qui constitue, toujours de mon point de vue, la meilleure tentative de transposition de la philosophie des Souls dans ce format. Donc avant tout, je précise qu'il existe 2 adaptations officielles de Dark Souls, mais ils s'appuient complètement sur le lore de Dark Souls 3. Mais dans les 2 cas, en fait, ce qui m'a marqué, c'est que toutes les critiques que j'ai pu lire faisaient un focus sur les mécaniques de jeu, mais il n'y en a aucun qui parlait de ce que tu peux faire comme campagne de jeu de rôle avec un univers qui se veut respectueux de Dark Souls, et j'avoue que je vois pas trop, quoi, parce que donc le jeu en lui-même, même s'il y a plein de choses à explorer, ça consiste quand même la plupart du temps à frapper la gueule à des gens ou à te faire frapper la gueule. C'est ça. Or, donc, un jeu de rôle, voilà. T'as plutôt envie d'interaction, soit entre les différents personnages de l'équipe, soit avec les PNJ que tu vas croiser, etc. C'est ça. Et là, bon, il y en a, mais elles sont quand même assez succinctes et
pas très enrichissante pour l'aventure. Voilà, donc j'ai du mal à imaginer un jeu de rôle ultra fidèle à Dark Souls qui laisse de la place au roleplay. Voilà. Donc, alors il y a peut-être une piste justement. Forcément, si je pose la question, c'est que j'avais prévu quelque chose pour. Voilà. Donc l'idée, ça serait peut-être de faire comme ce qu'ont fait les créateurs d'Embers of the Forgotten Kingdom. Donc ça a été publié par Metal Wave Games en 2017. Et donc Ember of the Forgotten Kingdom propose uniquement un cadre de jeu de rôle sur table. Il n'y a pas de système de jeu, même si a priori il y a des extensions qui te permettent de l'utiliser avec Donjons et Dragons. Donc ça s'inspire des thématiques qui sont propres à Dark Souls, la tragédie, les âmes brisées, la perte d'humanité, etc. Et ça les transpose dans un univers original qui s'appelle le royaume d'Ember, qui est marqué par la malédiction de l'été. Donc après avoir brossé à grands traits l'histoire d'Ember, les auteurs décrivent ce qu'on appellera alors les seigneurs d'Ember, le roi de l'été, la reine de l'hiver, la faucheuse des cendres, le comte d'Aderyn, etc. Les personnages importants qui leur sont liés et les zones du royaume, qui ont des noms très soulciens, Castle Ember, The Vitreous Wood, l'abbaye Marolwys, le mausolée royal, etc. Donc il y a des conseils qui sont donnés aux maîtres de jeu sur la manière d'utiliser tout ça avec les personnages de ces joueurs. Et donc évidemment, Embers of the Forgotten Kingdom demande un certain investissement de temps et d'imagination pour être mis en place. Bon, à mon sens, c'est ce qui fait son charme. Et il s'adresse avant tout à ceux qui souhaitent jouer dans un univers Soulsborne sans se concentrer uniquement sur un combat hardcore de type Get Good, même si c'est possible, parce que finalement, si tu prends l'a priori très bon système de Dark Souls, le jeu de rôle traduit par Kurokawa, et que tu l'exploites avec Embers of the Forgotten Kingdom, tu as peut-être le meilleur des deux, une proposition de cadre original qui est Souls-like compatible avec un système de combat qui respecte les mécaniques développées par Dark Souls. On arrive au terme de ce premier épisode consacré à Dark Souls, donc un jeu à la fois exigeant et cryptique, mais qui a su marquer durablement ceux qui s'y sont aventurés. Elle s'est même transformée en un véritable genre à part entière, les Souls-like, auxquels il semblerait que Dark Souls appartienne lui-même. Ça sera justement le sujet de notre prochain épisode d'Over the Top. Bye! T'as dit over the top. Ah merde, over the pop. C'est pas grave, on s'en fout. De toute façon, qui écoute jusqu'à la fin? Personne. Non, nous.